Bienvenue dans la troisième édition des rencontres du numérique public. C'est une série d'événements qu'on organise avec nos partenaires. Alors, je vais être quand même pas mal perturbé parce qu'il y a des personnes qui rentrent. Ne vous inquiétez pas, rapidement, je donne la main à Isabelle et Frédéric, et Pierre-Ange, pardon. Alors, cette édition est consacrée aux achats publics IT, hors procédure d'appel d'offres que vous connaissez bien. Donc, avant de démarrer, on a préparé pour vous un mini quiz. Si vous voulez bien, c'est pour pouvoir tester vos connaissances et pour pouvoir avoir de l'échange interactif avec vous en fin de session. On va analyser les réponses anonymisées, hein, j'insiste sur le point, pour pouvoir échanger avec vous dans la session de questions-réponses. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Pierre-Ange Zalkberg et Isabelle Buchy qui vont m'accompagner sur cette édition. Alors, juste un petit rappel du format. Le format, donc, c'est un rendez-vous mensuel. Donc, on appelle ça rencontre du numérique public. C'est un rendez-vous mensuel qui est autour du numérique public, qui réunit à la fois des acteurs publics et des acteurs privés. Ce format, nous l'avons pensé comme une tribune pour les petits, hein, on n'est sponsorisé par personne. L'objectif est de créer un lieu d'échange entre acteurs publics et privés autour des thématiques qui intéressent le numérique public. Notre boussole, c'est l'intérêt général, l'innovation et la souveraineté. Et le thème du jour est consacré aux achats publics IT et aux procédures notamment hors appel d'offres. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Pierre-Ange, qui est avocat de droit public, spécialiste des marchés publics, qui va nous poser le cadre juridique, et il sera accompagné par Isabelle Buchy, qui est experte en sourcing IT. Et je vous laisse à tous les deux la parole pour vous présenter. Merci Aziz. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas faire preuve de galanterie. Je vais commencer par me présenter moi-même en cohérence avec la présentation. C'est convenu évidemment avec Isabelle. Je suis donc Pierre-Ange Zalkberg, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2024. Donc je suis un jeune vieux avocat de 46 ans. J'ai passé 20 ans en fait. Je présente la particularité d'avoir passé 20 ans du côté de l'acheteur public, puisque j'ai été directeur juridique adjoint de l'établissement français du sang. Aujourd'hui, je suis avocat senior dans un cabinet d'avocats qui s'appelle Nemrod Avocat. Et j'interviens principalement sur des sujets de commande publique dans les secteurs sensibles et fortement réglementés, la défense, la sécurité, la santé et les enjeux cyber également. Voilà. Bien, merci Pierre-Ange. Isabelle Buchy, je suis consultante indépendante et j'interviens également dans le numérique. De mon côté, j'interviens côté DSI pour structurer et piloter tout ce qui est sujet d'externalisation. Et pour ce faire, je m'appuie sur les cadres, qu'ils soient internes ou externes, comme dans le cadre de la commande publique, qui est un levier d'appui assez extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle assez régulièrement, je travaille avec des juristes comme Pierre-Ange. Aziz. Merci Isabelle, merci Pierre-Ange. Avant de démarrer donc, le thème du jour, nous allons prendre deux petites minutes pour vous parler de essai public, de qu'est-ce que c'est qu'essai public. Promis, je ne serai pas lent. Donc, moi, je m'appelle Aziz Kizou, je suis le président fondateur de essai public. Et c'est quoi essai public? C'est une marketplace IA dédiée au numérique public. Notre mission est de fournir un lieu d'échange, de rapprocher les décideurs publics du numérique, de l'écosystème des PME et startups françaises du numérique. Nous faisons cela en prenant appui sur une communauté d'experts que nous fédérons autour de essais publics, et nous avons également une plateforme IA qui est spécialisée dans les marchés IT. Donc notre objectif, c'est de fluidifier les échanges, de permettre aux acheteurs publics et aux entreprises, aux fournisseurs de collaborer ensemble de manière la plus fluide possible. Évidemment, nous prenons appui sur tout ce qui existe comme vecteur juridique, les appels d'offres, les achats innovants, nous allons en parler, les projets d'achat, et nous supportons toutes les plateformes existantes des marchés publics. Notre ambition, c'est de devenir le catalyseur, c'est important le terme catalyseur, qui fera passer de 20 à 30% la part des PME dans la commande publique. Ce gain de 10 points est un pas de géant en réalité, puisqu'il représente près d'1 milliard d'euros à réorienter vers les PME françaises d'ici 2030. Si l'ambition que nous nous donnons,
et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, du concours de toutes les bonnes volontés pour y arriver. Notre conviction, c'est que les PME sont le fer de lance de la souveraineté numérique et comme le dit le proverbe, donc pour faire le lien également avec le thème du jour, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières et vous allez voir que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui sur la façon de simplifier, d'accélérer, de fluidifier les achats publics IT va dans ce sens-là. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai ce que j'ai promis de faire. Je passe la main maintenant à Pierre-Ange. Merci Aziz. Donc oui, on va commencer ce webinaire. On va rentrer dans le vif du sujet. Bon, évidemment, l'idée de cette présentation au plan juridique, il n'y a pas forcément beaucoup de choses nouvelles, comme vous le savez, même si on va évoquer les actualités. C'est plutôt de mettre la lumière sur ce qui sort des sentiers battus, comme on pourrait le dire, par rapport aux procédures de droit commun, aux reproductions qu'on peut avoir aussi un peu systématiques. Essayer de connaître un petit peu mieux, pour ceux qui ont des marges de progrès sur le sujet, l'extraordinaire boîte à outils que forme le Code de la commande publique, puisque le Code de la commande publique, indéniablement, présente quand même tout un tas de solutions qu'il faut savoir exploiter selon la problématique qui est posée par l'achat auquel on est confronté. Donc effectivement, on va partir du principe des principes cardinaux de la commande publique. Ça fonctionne autour de la publicité, de la mise en concurrence. C'est l'essence, comme je l'ai, fondamentale de la commande publique. La publicité, la mise en concurrence, et ça le restera quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on dit que l'appel d'offres ouvert, au-dessus des seuils européens, et la procédure encore, on verra ce que donne la révision des directives d'ici quelques années, mais c'est la procédure de droit commun, c'est-à-dire que toutes les autres procédures sont des procédures dérogatoires. Mais il existe des autres procédures, il existe d'autres techniques qu'il faut connaître aussi, et qui permettent, en fait, qui sont prévues dans le code justement pour adapter l'exigence de publicité de mise en concurrence, l'adapter, voire la supprimer en fonction des circonstances qui sont liées à des projets, à des situations, et notamment si les conditions sont réunies pour utiliser ces dérogations, on va pouvoir éventuellement négocier, on va pouvoir se dispenser de publicité de mise en concurrence, on va pouvoir exploiter des techniques d'achat spécifiques. Et c'est pour ça que, effectivement, une connaissance assez pointue de la boîte à outils du Code de la commande publique est requise dans le secteur des achats IT en particulier. Slide suivante. Du coup, le sujet du jour concerne effectivement les achats publics dans l'IT. Et c'est une précision importante parce que je me retrouve assez régulièrement avec des clients qui opposent le temps de l'IT avec le temps des marchés publics. Le numérique évolue sur un temps extrêmement rapide et pour ceux d'entre vous qui y opèrent, vous le savez pertinemment, si on regarde les vagues de l'IA, si on regarde les vagues des différentes technos qui débarquent, la rapidité est quelque chose de structurant. Et cette rapidité fait que toutes les procédures dérogatoires que nous allons balayer avec vous sont, comment dire, de vraies friandises, de vrais appels pour un certain nombre de clients, parce que le temps est un outil clé. Je vais vouloir attirer votre attention pendant cet échange sur le fait que si ça peut être le driver principal de votre prise de décision, il est important d'avoir en tête que le coup d'après est toujours structurant. C'est structurant dans l'IT et c'est structurant dans les marchés publics. Voilà. À part ça, je vais repasser la main à Pierre-Ange. Alors, on va commencer effectivement en évoquant les situations dites sans publicité de mise à concurrence, les marchés, vous les connaissez, vous les pratiquez peut-être déjà beaucoup, mais on va essayer de faire des focus un peu particuliers en regard du segment d'achat IT. Bon, les achats de faible montant, on les connaît, avec les fameux seuils qui sont qui font l'objet de tous les débats politiques autour de la dispense de publicité de mise en concurrence.
en dessous de 40 KE pour les fournitures et services, 100 000 euros pour les travaux. Hein. Bon, voilà, ça ne concerne pas les achats IT. Il est possible de contractualiser avec un opérateur économique de son choix, mais avec des conditions, il faut quand même le rappeler. L'idée d'abord qu'on doit veiller en tant qu'acheteur public à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il y a concurrence justement sur un marché, lorsqu'il y a une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Donc ce seuil, qui est, comme je l'ai dit, l'objet un petit peu de tous les débats actuellement, et par le passé déjà, va être a priori porté à 60 KE, pour ceux qui ne le savent pas, alors d'abord c'était dans l'idée de ce que j'ai pu comprendre des annonces du Premier ministre pour les fournitures courantes, mais ça pourrait concerner les services également, donc potentiellement les services numériques, des fournitures IT également, pour 2026 dans le cadre d'un décret qui est en cours de consultation relatif à la simplification de la commande publique. Il y a autour de ce seuil, en dessous du seuil, le sujet un peu particulier des demandes de devis, qui est une forme de mise en concurrence, puisque évidemment, c'est pas parce qu'on est dispensé de publicité de mise en concurrence qu'on ne peut, en tant qu'acheteur, s'éviter d'avoir, j'allais dire, à comparer des devis. C'est de bonne gestion, comme on dit. Et il y a des débats juridiques qui ont été réglés par la jurisprudence sur le point de savoir si cette petite mise en concurrence, cette demande de devis, pouvait se transformer finalement en marché à procédure adaptée, donc en procédure adaptée, c'est-à-dire en marché avec une certaine quand même formalisme autour de la publicité de la mise en concurrence. Il semblerait que, selon le juge administratif, les demandes de devis ne soient pas considérées par principe comme des procédures adaptées. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur le cadre juridique de ces achats de faible montant. Je laisse la parole à Isabelle. Eh bien, en ce qui concerne les achats de faible montant à moins de 40 K pour le moment, de mon expérience, c'est le joker absolu côté DSI. C'est ce qui vous sauve la mise quand on est à la rage, quand on a un besoin urgent, quand on veut tester quelque chose. Enfin, il est dégainé très rapidement, très facilement. Et pour le coup, c'est un sujet sur lequel effectivement les directions achats sont, somme toute, relativement peu regardantes. C'est-à-dire qu'il y a une procédure interne dans la plupart des entreprises. Mais si le montant reste inférieur à 40 K, il est somme toute assez peu challengé. On est dans l'esprit et le corps du texte. Il n'y a pas de risque. Et en fait, l'enjeu principal est justement cette question de gestion de risque. C'est pour ça que je rejoins Pierre-Ange. Je préconise généralement aux clients auprès desquels j'interviens de faire un mini sourcing, de documenter, de réfléchir. Ça doit pas être un joker par défaut. Ça doit être un joker qui est pleinement utilisé, pleinement maîtrisé. Et pour le coup, avoir en tête que ce joker a ses limites. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'utiliser pour embrayer avec quelque chose qui aura une prolongation dans un deuxième temps. On va pas, enfin, voilà. Il est utile, mais pour moi, il est utile comme joker. Et il est important de voir ce qu'on va découvrir par la suite comme autre possible hors des appels d'offres, parce que vous pouvez utiliser d'autres outils que ce pur joker de moins de 40 K. Totalement, Voilà. juste pour compléter, bien sûr, ne pas tomber dans le saucissonnage et j'allais dire le découpage artificiel de ces achats à partir du moment où ils sont prévisibles dans le temps. Effectivement, autre marché sans publicité de mise en concurrence qui est aussi soumis à un seuil dit, j'allais dire, de faible montant, entre guillemets, ce sont les achats innovants. Alors,
Aujourd'hui, il existe la possibilité, de la même manière qu'il y a un seuil à 40 KE pour les achats courants, hein, pour les achats dits innovants, jusqu'à 100 000 €, on peut choisir de dealer avec l'opérateur économique de son choix. 100 000 € pour les marchés dits classiques et 300 000 € pour les marchés de défense et de sécurité, secteur un peu particulier. Alors, qu'est-ce qu'un achat innovant? C'est toute la question. C'est un achat de quelque chose en fait qui n'existe pas. C'est donc quelque chose qui est à produire, à compléter, sur laquelle il y aura un peu, comme on dit, de recherche et développement. Donc c'est pas une solution qui est disponible sur étagère, et on retrouve ici les critères assez classiques, j'en reparlerai, du partenariat d'innovation. Donc c'est une possibilité qui est offerte depuis quelques temps, depuis quelques années déjà, qui ne rencontre pas un franc succès parce que je pense qu'il y a un petit peu de frilosité autour de ce que c'est l'innovation. Mais en tout cas, c'est un seuil qui va être aussi porté dans le cadre du décret en cours de simplification de la commande publique pour 2026, qui va être porté a priori à 140 000 € hors taxe, toujours avec l'idée de pouvoir libérer un petit peu plus les commandes publiques. Et du coup, pour moi, j'attirerai votre attention sur 2 points par rapport à ces achats innovants. Le premier, c'est que il vous faut une stratégie. On fait pas de l'achat innovant parce qu'on a un petit truc, un petit budget et que bon, ça rentre dans la case, on tord un peu le modèle et ça fonctionne. L'enjeu, c'est vraiment bien de savoir ce qu'on veut tester, où on va, pourquoi on y va. Euh, je rebondis du coup sur le deuxième point qui dit innovation, dit quelque part penser le futur. Penser le futur, c'est aussi, dans la mesure du possible, ne pas s'y enfermer. On a pas mal de... Alors, en France, on a un écosystème de startups assez sympathique et de startups qui ont une vraie maturité, une vraie capacité d'industrialisation. On a la possibilité, via ces 100 cas innovants, d'aller expérimenter, faire de nouvelles choses. Et ça peut être effectivement très valorisant. Après, ça nécessite que la phase interne soit vraiment cadrée pour anticiper la suite. Parce que faire une petite innovation à 100 cas, enfin, je vais caricaturer, mais pour 100 cas aujourd'hui, vous n'avez pas grand-chose dans l'absolu. Si vous voulez passer à l'échelle dans un deuxième temps, parce que ce 100 cas était vertueux et qu'il vous a apporté autre chose, il faut bien évidemment, un, que le passage à l'échelle soit possible, deux, que vous ne soyez pas enfermé dans la technologie qui sera développée, etc. À moins, bien évidemment, que vous n'en soyez propriétaire. Mais dans ces cas-là, c'est une autre logique. Voilà, donc attirer l'attention vraiment sur ces sujets-là. Petite précision pour les 300 cas sur la partie défense, qui répond manifestement aux mêmes enjeux, mais que personnellement, je n'ai pas expérimenté. Donc, Pierre-Ange, si tu as quelque chose à en dire. Non, c'est simplement, effectivement, juste le marché de défense et sécurité répondre à une définition précise. Et si je résume, c'est les achats matériels de guerre, d'armement et de services et de fournitures, on va dire, associées en marge, donc y compris des services numériques. Donc, ils vont avoir une finalité militaire. Donc, c'est vraiment très spécifique. Et donc, le seuil est augmenté dans cette configuration pour faire des achats de gré à gré, dits innovants dans ce secteur. Ok, merci. Et en petit rappel, pardon, pour ceux qui viennent d'arriver, me semble-t-il, il y a un petit questionnaire dont le lien est mis dans la conversation. Si vous voulez aller tester vos connaissances, ne vous privez pas. Voilà, alors dans la sélection qu'on a pu faire, évidemment, des marchés un peu originaux en dehors de l'appel d'offres pour cette session, ce webinaire, évidemment, le bien connu, particulièrement dans le secteur du numérique,
Les marchés négociés pour raisons techniques ou tenant à des droits d'exclusivité qui sont cités aux articles R 2122-3, deuxièmement et troisièmement du Code de la commande publique. Donc, il existe effectivement un cas où, lorsqu'il y a des raisons techniques ou des droits d'exclusivité qui justifient de passer par un opérateur économique déterminé, eh bien, l'acheteur public va avoir cette faculté de se dispenser de publicité et de mise en concurrence. Alors, il y a une condition fondamentale, et il y a plusieurs conditions, hein, c'est quand même interprété strictement par la jurisprudence, mais il y a une condition fondamentale et qui concerne l'acheteur, c'est qu'en réalité, cet usage de cette disposition ne doit pas résulter d'une instruction artificielle du cahier des charges. Donc, on a toujours cette idée de construire un cahier des charges qui est susceptible en fait, d'être ouvert à la concurrence par le biais finalement d'un programme fonctionnel, on définit des objectifs et pas forcément une description d'une technologie. Et évidemment, il ne faut pas qu'il existe des solutions alternatives ou de remplacement qui seraient raisonnablement acceptables hein, à la solution d'exclusivité, si l'on peut dire. Donc ça, c'est une condition sine qua non quand on réfléchit à est-ce que je peux faire un marché négocié pour des raisons techniques ou tenant à des droits d'exclusivité, il faut à chaque fois je dis bien, c'est-à-dire même quand, par exemple, au bout de 4 ans, on a fait son marché pour des raisons techniques ou tenant des droits d'exclusivité, bah, on va refaire normalement dans le cadre du sourcing une étude pour voir si il n'y a toujours pas de solution alternative qui pourrait remplacer celle que l'on a retenue pour des motifs d'exclusivité. Il y a peut-être, donc là, je laisse la parole, je crois, à Isabelle. Ok, j'embraye. Pas de souci. Oui, je rebondis sur les propos de Pierre-Ange. J'ai été assez surprise de réaliser que la plupart de mes clients trouvent cet outil de la commande publique comme particulièrement intéressant et potentiellement voudraient pouvoir s'en servir de façon, entre guillemets, un petit peu abusive, sachant que pour moi, la dépendance, c'est le contraire de la souveraineté. Je parle pas forcément souveraineté au niveau national, je parle de souveraineté au niveau de l'entreprise ou de la fonction concernée. Et cette dépendance, pour moi, est quelque chose qui est subi. Donc, certes, c'est un outil qui permet de gagner du temps, et à ce titre-là, c'est intéressant. Et si on doit le subir, c'est une chose. Néanmoins, de la même façon que Pierre-Ange recommande, voire plus que préconise, le fait de rechecker ça à chaque marché, je vous conseillerais même de pousser le verrou un peu plus loin, à savoir anticiper la sortie de la dépendance. Si aujourd'hui vous avez un renouvellement et vous n'avez pas le choix, vous le subissez. Potentiellement, dans 4-5 ans, si vous mettez des actions en œuvre, hein, vous allez pouvoir vous libérer de cette dépendance. Personnellement, je trouve toujours intéressant de faire un petit effort aujourd'hui et d'avoir le choix demain que d'être condamné à subir à répétition. Mais c'est ma conviction personnelle. Et donc, nous embrayons sur la jurisprudence, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Alors, la jurisprudence sur le sujet, elle est à la fois limpide et il faut l'expliquer. Souvent, à l'usage, hein, s'il y a des acheteurs publics parmi nous, on se contente d'un certificat d'exclusivité de l'entreprise qui prend sur elle le fait que, d'une certaine manière, il y aurait une exclusivité qui octroierait le droit d'avoir le marché, si l'on peut dire. Bon, évidemment, il y a un arrêt assez fondamental du Conseil d'État de 2013, département de l'Oise, sur la thématique en particulier de ces marchés dits négociés dans le secteur du numérique. Et on admet que le pouvoir adjudicateur puisse choisir de conserver un logiciel, en particulier s'il fait développer un logiciel. Eh bien, évidemment, on comprend qu'il est normal qu'il puisse décider de poursuivre avec ce logiciel à partir du moment où il établit que celui qui ne peut assurer en la maintenance est l'éditeur
natif du dit logiciel. Donc, ça a été admis par la jurisprudence. Cet arrêt est parfois exploité, voire surexploité pour justifier en particulier le recours à la procédure négociée. Donc il faut concrètement un certificat d'exclusivité, ouais, mais c'est pas suffisant, c'est qu'un indice. Dans d'ailleurs cet arrêt de 2013, il était aussi question d'une attestation de l'Agence pour la protection des programmes, notamment autour des codes sources. Et puis surtout, et on l'a pas mis dans les slides, il y a une jurisprudence beaucoup plus récente de cette année de la Cour de justice de l'Union européenne, donc une jurisprudence européenne, qui vient fixer d'une certaine manière une condition supplémentaire à l'usage de ces... Allô? On a peut-être perdu Pierre-Ange. Pierre-Ange? Ça revient. Est-ce que vous m'avez... Est-ce que C'est vous bon, m'entendez? ça revient. Oui. Ouais, c'est bon. Allô? Oui, oui, c'est bon, vas-y. Vous m'entendez? Très bien. Pierre-Ange? Je n'entends plus. Je te laisse enchaîner peut-être. Ok. Du coup, vas-y, si tu veux bien passer sur la slide suivante. Super, merci. Donc, en rebouclant sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le fil, pardon, on prendra les questions à la fin, sinon on va avoir vraiment beaucoup de mal à tenir le timing. Voilà, et en l'occurrence, quand il y a des sujets très juridiques, j'aime bien avoir un juriste sur lequel m'appuyer en cas de coup dur. Donc, au niveau... au niveau de la jurisprudence de l'Oise, on en revient de façon détaillée et illustrée. Pierre-Ange reviendra éventuellement à la fin sur le cas précis, mais la dépendance peut être validée au niveau juridique et l'absence de recours d'appel au marché en sens d'appel d'offres, largement justifié. Néanmoins, encore une fois, j'y reviens, il me paraît important de diagnostiquer, de sécuriser et de projeter un scénario qui permette de s'affranchir de cette dépendance. Encore une fois, vous pouvez vous affranchir, ça peut être à court terme, ça peut être à moyen terme, ça peut être à très long terme. Aujourd'hui, l'un de mes clients est en forte dépendance d'une solution américaine, ça ne surprendra personne, où l'éditeur est à peu près le seul à jouer ce qu'il joue sur le marché. Il y a d'autres solutions, mais rien qui équivale. Le travail consiste bien évidemment à renouveler ce qui est actuellement en place parce qu'on ne peut pas s'en abstenir. Donc, on va faire un appel d'offres parce que les acheteurs peuvent considérer effectivement qu'il y a nécessité de mise en concurrence, même si elle est factice. Et en parallèle, c'est de s'appuyer sur du logiciel libre qui, pour le coup, existe et qui pourrait travailler et s'en affranchir lors du prochain renouvellement. Pierre-Ange, es-tu parmi nous? Oui. Est-ce que vous Super. m'entendez? Ouais, par contre, on t'a Oui, pas je suis navré, j'ai Si, été c'est bon. coupé. C'est lié à une coupure casque d'alimentation. Navré. Du coup, effectivement, peut-être quand même pour terminer sur cet élément fondamental de la CJUE 2025, qui vient rappeler que, notamment sur ces thématiques d'exclusivité, l'acheteur ne doit pas créer lui-même sa propre dépendance et ne doit pas finalement avoir participé à l'exclusivité de l'opérateur. Donc, c'est un principe qui découle hein, de ce qu'on a vu des conditions, notamment du fait que on ne peut pas avoir un cahier des charges restrictif, on doit obtenir compte des solutions alternatives raisonnables. Eh bien, cette jurisprudence rappelle aussi le fait qu'on ne doit pas participer en tant qu'acheteur à l'exclusivité dont pourrait bénéficier l'opérateur. On Je passe, reçois.
aux autres slides. Effectivement, alors il y a d'autres marchés négociés, mais je les cite plus pour mémoire parce que quand même, ce sont des cas d'école, des cas qu'on n'est pas censé rencontrer très souvent, en particulier l'urgence impérieuse, hein. Bien sûr, lorsqu'il arrive des événements imprévisibles et insusceptibles de pouvoir être supportés par l'acheteur public, voilà, une épidémie, une catastrophe naturelle en particulier, pour vous donner des exemples, on va pouvoir ou une attaque cyber de grande ampleur, pourquoi pas, justifier le recours en urgence pour les besoins spécifiques, pour la réponse à cette urgence, à un marché négocié avec un opérateur économique de son choix. Et puis, il y a des techniques qui existent aussi en termes de marché négocié, que vous utilisez, je pense, que vous exploitez selon la maturité des organisations dans le côté pouvoir éducateur. Il est possible de passer un marché négocié pour des prestations similaires. Alors, ça ne s'applique qu'aux services, aux travaux et aussi aux services. Donc, l'idée, c'est que, effectivement, dans les 3 ans d'un marché initial qui prévoit l'option de recourir à un marché de prestations similaires, on va pouvoir conclure un marché qui porte sur des prestations identiques. Et puis, il est aussi possible de recourir à des fournitures, à des livraisons de fournitures complémentaires, notamment, alors uniquement pour des fournitures dans ce cas de figure, c'est un autre cas de figure, hein. Il n'a pas forcément besoin, ce cas de figure, d'être prévu dans le marché initial, il faut le savoir. Voilà. Donc c'est un peu différent. Et pour rebondir donc sur ces prestations, je confirme le diagnostic de Pierre-Ange, hein, je les ai très peu rencontrés, voire l'urgence impérieuse, pas du tout. Ce que je sais, c'est que dans les outils offerts par la commande publique, hein, en dehors de celles qu'on a vues en début de présentation, les achats, voire certains juristes, sont pas forcément extrêmement à l'aise avec ces outils un peu plus atypiques, ce qui signifie qu'ils sont d'autant plus précautionneux à les utiliser et pour certains réticents. Néanmoins, le droit est avec vous, hein, ils existent, vous pouvez les utiliser. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait de les utiliser à bon escient et d'en mesurer les risques. Donc, je vous les ai notés sur la slide, hein. C'est fondamental de les connaître, de pouvoir les utiliser, mais de les utiliser intelligemment et pour certains, si vous êtes acheteur, effectivement, de voir côté juridique pur auprès de Pierre-Ange et ses camarades, comment s'en servir au mieux. Tout à fait. On a quelques questions intéressantes dans le chat. Et alors, il y a une question quand même pour revenir sur l'exclusivité, parce que c'est un vrai sujet quand même en IT. Une question de Madame Bourgeois qui s'interroge sur comment on peut développer justement ce qu'on peut mettre en place pour sortir de la dépendance. Alors moi, ma proposition, c'est de réfléchir à l'IP, donc à la propriété intellectuelle. Il est tout à fait possible de prévoir des clauses de propriété intellectuelle qui permettent à un tiers d'assurer la maintenance sur une solution logicielle. Donc ça se travaille, ça s'étudie. Et puis évidemment, donc il y a d'autres moyens de réduire la dépendance, bien sûr, c'est de contribuer, comme on l'a dit, à l'innovation, donc à la solution, j'allais dire, au fait qu'émerge une solution alternative, et donc pourquoi pas participer au financement via l'achat public de solutions innovantes qui pourraient concurrencer celle qui est nativement en place chez vous. Et il y a une question aussi de Monsieur Kodja Dossou qui s'interroge, est-ce qu'on peut faire un marché similaire sur un même marché similaire? Il y a beaucoup de petits malins qui utilisent le marché similaire, notamment pour contourner, vous savez, la durée limitée des accords cadres. Votre question m'amène à cette réflexion. L'accord cadre, c'est 4 ans. En principe, on peut y déroger. Et il y a des petits malins qui prévoient un marché similaire au bout de la 3e année, un marché similaire qui va être lui-même un accord cadre de 4 ans, ce qui fait qu'on peut, sur le principe, en tout cas, arriver jusqu'à 7 ans. Voilà, donc c'est assez discutable, me semble-t-il. Mais voilà, c'est vrai qu'en droit, rien n'interdit de le faire.
Non, alors pour répondre à votre question, non, puisqu'en fait le marché similaire, il est exploitable que sur la base d'un marché initial qui a été lui-même soumis à publicité et mise en concurrence. Or, comme le marché similaire n'est pas soumis à publicité ni mise en concurrence, on ne peut pas, a priori juridiquement, prévoir un autre marché similaire sur un marché similaire. Alors les autres, alors là on va parler plutôt des procédures. Donc, il faut bien distinguer, hein, bien sûr, tout ce qui est marché, procédure, technique d'achat. C'est pas totalement la même chose, mais on est dans cette manière d'aborder les choses un peu originales en commande publique. Bon, hors appel d'offres ouvert, il existe d'autres procédures, vous les connaissez sans doute. Parmi les procédures formalisées, l'appel d'offres restreint. Alors, l'appel d'offres restreint, c'est rien d'autre qu'un appel d'offres ouvert avec donc mais cette fois-ci qui va découper la phase de candidature et la phase la phase de sélection des candidatures à la phase d'analyse des offres, mais sans négociation possible, hein. Donc on a une première phase de sélection des candidats, des CV des entreprises, si on peut dire, et qui vont être parmi les 3, 4, 5 meilleurs admis à remettre une offre. Donc on l'utilise généralement dans les appels d'offres, dans les marchés où il y a beaucoup potentiellement de concurrence, pour éviter d'avoir notamment à analyser, ça peut arriver, une centaine d'offres. Voilà. La procédure avec négociation, qui est dans un format assez identique, avec une phase candidature, une phase d'analyse des offres. Et la procédure avec négociation, évidemment, comme son nom l'indique, va introduire dans la phase d'analyse des offres une négociation. Voilà, donc d'abord, on sélectionne des candidats, 3, 4, 5, voilà, dans les conditions qui sont prévues par le texte. Et puis ensuite, avec ces 5 candidats, ces 3 minimum qui sont autorisés à déposer une offre, on va recevoir des offres initiales et les négocier. Voilà. Et puis, le dialogue compétitif, c'est la même idée, sauf qu'en fait, la seule différence, je vais dire, si on peut dire, avec la procédure avec négociation, c'est qu'il n'y a pas de cahier des charges, hein. Il y a juste un programme fonctionnel qui est exprimé, et d'une certaine manière, les dialogues, les séances de dialogue, c'est des moments où on va co-construire la réponse aux besoins exprimés par l'acheteur public. On retrouve aussi, là encore, une phase de sélection des candidatures, et ensuite une phase de dialogue avec des remises d'offres intermédiaires et de discussion autour de ces procédures. Ce sont des procédures formalisées, et pour ce qui concerne la procédure avec négociation et le dialogue compétitif, il faut, pour y recourir, répondre à des conditions. Conditions qui sont listées par le Code de la commande publique, comme par exemple lorsque on doit procéder à un achat innovant, lorsqu'il n'existe pas de solution directement disponible sur étagère, lorsque le marché est complexe. Euh, et ce n'est que dans ces cas de figure qu'on peut recourir à ces procédures formalisées, dérogatoires. Donc ça veut dire que l'acheteur public doit justifier le recours à ces procédures, sinon on est en appel d'offres ouvert ou restreint. Voilà. Et du coup, côté DSI, là encore, il est fondamental d'avoir une stratégie. Les deux procédures, côté dialogue compétitif ou avec négociation, sont extrêmement intéressantes pour pouvoir avancer, permettent énormément de choses. J'ai vu de très jolis résultats au niveau d'un dialogue compétitif. Maintenant, encore une fois, ça présuppose de répondre, d'avoir qualifié ses enjeux, d'avoir qualifié ses besoins, d'avoir un focus sur ses risques et de choisir la bonne procédure correctement adaptée, en partenariat bien évidemment avec sa direction achat, parce que effectivement, comme le rappelait Pierre-Ange, tout ça doit être instruit, tracé et doit pouvoir se justifier. Alors là, on va aborder les techniques d'achat pour terminer un petit peu cette présentation sur le fond. Alors, les techniques d'achat, qu'est-ce que c'est? Alors, le partenariat d'innovation, c'est pas strictement d'ailleurs une technique d'achat. Les techniques d'achat, elles sont lissées au Code de la commande publique. Euh, en fait, c'est comme son nom l'indique, une manière d'acheter. Une manière d'acheter
dûment prévues par la réglementation dans un cadre qui est donné et décrit par la réglementation de la commande publique. Bon, on connaît tous, par exemple, une technique d'achat extrêmement pratiquée, c'est l'accord cadre. Donc, on n'a pas voulu enfin, identifier cette technique d'achat dans cette présentation parce qu'en fait, elle est très commune. Elle est très commune parce qu'elle est très commode, dans la mesure où elle permet, bah, évidemment, d'ajuster un petit peu ses besoins, en particulier en quantité, selon que l'on est en accord cadre à bon de commande ou en accord cadre à marché subséquent. Je pense que vous connaissez fort bien cette technique d'achat. Euh, il en existe d'autres. Alors, on va peut-être traiter un petit peu à part le partenariat d'innovation, mais j'en parlerai juste après. Vous parlez peut-être d'abord du système d'acquisition dynamique qui commence aussi à se développer pas mal. Alors, on parle de techniques d'achat qui sont dans la réglementation depuis, identifiées comme telles en tout cas depuis la directive de 2014, hein. Et c'est quand même assez parlant de voir que en 2025, tout le monde ne connaît pas encore toutes ces techniques d'achat. Ça veut dire qu'en fait, elles ne sont pas encore toutes exploitées, à tort ou à raison. Certaines sont-elles désuètes, inexploitables dans certains sujets, probablement. Mais voilà, ce qui est bien, c'est de savoir que ça existe et que éventuellement, vous pouvez, pourquoi pas, vous-même vous essayer à les exploiter. Donc, le système d'acquisition dynamique qui est utilisé évidemment de plus en plus, en particulier par les centrales d'achat, et pas que, aussi voilà, d'autres acheteurs l'utilisent, c'est quoi? Bah, c'est un peu comme l'idée d'avoir un accord cadre, mais alors, c'est sur un format électronique, obligatoirement électronique, mais c'est un accord cadre qui, dans sa logique, va être ouvert. C'est-à-dire, l'accord cadre, vous sélectionnez des titulaires, un ou plusieurs titulaires, et c'est un circuit qui va être fermé pendant 4 ans, ou un petit peu plus, en fonction de la durée de l'accord cadre. Donc, le système d'acquisition dynamique, c'est la même logique. On va sélectionner des candidats avec des exigences minimales à respecter, et sur lesquels on va les solliciter en fonction des besoins via un marché spécifique. C'est l'équivalent d'un marché subséquent pour ceux qui connaissent l'accord cadre, un marché subséquent. Mais un marché spécifique, ça s'appelle comme ça, où on va solliciter des offres auprès des système ouvert. Ça veut dire que dans le temps du système d'acquisition dynamique, d'autres opérateurs qui remplissent les conditions et qui souhaitent pouvoir, j'allais dire, soumissionner, vont pouvoir se signaler auprès de l'acheteur public et répondre et être éventuellement intégrés au système d'acquisition dynamique pour pouvoir répondre aux marchés spécifiques ultérieurs. Donc voilà, c'est un système qui se développe de plus en plus, qui est censé effectivement fluidifier un peu le circuit de commande euh, et qui permet aussi une certaine adaptation, une certaine agilité, en particulier lorsque l'évolution du marché économique et les opérateurs et la concurrence le suggèrent. Il y a d'autres techniques d'achat, je les cite pour mémoire, mais parce qu'en fait, on ne les pratique pas ou peu, et c'est dommage. Le catalogue électronique sur lequel j'ai pas mal travaillé moi-même, étudié la question. Alors, c'est quoi? C'est un système qui consiste à mettre en concurrence les candidats dans le cadre d'une procédure classique, mais il va y avoir en fait une feuille de calcul ou un système d'information qui va permettre d'automatiser l'analyse des offres. Voilà, c'est le catalogue électronique, différent hein, du catalogue que peut proposer un fournisseur en accédant sur un site internet, c'est pas la même logique. Et puis, bon, il y a d'autres techniques d'achat, les enchères électroniques ou inversées, qui sont peu exploitées, voire pas du tout exploitées, et qui pourraient hein, être intéressants à creuser, notamment pour ceux qui veulent innover un petit peu, pour les petits achats, pour les achats à faible montant. Donc c'est l'idée que via un système de type plateforme, hein, on a une remise de devis et c'est alors c'est effectivement la possibilité d'utiliser un critère unique de prix est limitée dans le code de la commande publique, mais c'est celui qui est le moins cher qui va gagner dans cette l'occurrence, c'est-à-dire uniquement pour les marchés dits de fourniture euh, courante, c'est-à-dire dont la qualité ne varie pas d'un opérateur à un autre. Fourniture standard, pour être tout à fait précise. Et puis, le partenariat d'innovation qui est un peu le pendant
de ce que l'on a vu hein, sur les marchés innovants en dessous des seuils. Alors, au-dessus des seuils, vous pouvez faire un partenariat d'innovation. Donc, l'intérêt de ce partenariat d'innovation, c'est de pouvoir construire un contrat qui va intégrer une phase de recherche et développement et d'acquisition en cas de réussite de la preuve de concept, en cas de réussite du prototype. Donc, finalement, on va avoir un contrat unique dans lequel on va avoir toute la R&D, la preuve de concept, et ensuite, si tout le bien est qualifié et industrialisable, commercialisable, vous allez pouvoir l'acquérir dans le temps. Donc c'est un contrat unique. Donc il y a une mise en concurrence qui va être liée évidemment au montant global de cette forme particulière de contrat. Voilà. Et donc, pour terminer, puisqu'on arrive à la fin de cette présentation, sur les outils spécifiques, bon, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Pierre-Ange. Je voulais juste, en fait, vous partager comment je perçois ce code de la commande publique. Je vous ai dit en préambule qu'on était sur quelque chose qui offrait des leviers d'action. Pour moi, on est face à une table de jeu et vous avez sur la table un certain nombre de jeux différents. Vous pouvez jouer à la roulette, vous pouvez jouer au poker, vous pouvez jouer. Chacun a ses règles, mais vous devez passer par un des jeux qui vous est proposé. Ce qui est intéressant, c'est de les connaître. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun de ces jeux, de chacune de ces règles. Savoir quels sont vos points forts et vos points faibles, et surtout avoir en tête que ces jeux-là sont là pour servir votre projet spécifique à vous, le projet de votre entreprise, le projet de votre réalisation, et comment vous pouvez les utiliser dans de l'externalisation, mais pour vous renforcer au sein de votre structure. Voilà. Parfait. Merci beaucoup Isabelle, merci Pierre-Ange. Pour la suite, nous vous proposons de débriefer rapidement sur les réponses qui ont été apportées au mini-quiz. Nous allons, et après on va enchaîner sur quelques questions-réponses. Je sais que Pierre-Ange a déjà répondu, Isabelle a répondu à quelques-unes. Voilà, nous sommes conscients qu'on est entre vous et votre déjeuner. On va essayer d'être bref. Vous êtes courageux et courageuse de rester avec nous. Alors, je vais juste changer de support pour vous montrer les questions-réponses. Pardon, le mini-quiz. Voilà. Et je laisse, si vous êtes d'accord, Isabelle et Pierre-Ange, le commenter. Globalement, vous avez répondu bien. Vous avez même répondu très bien. Bravo. Et le volume de réponses ne permet pas vraiment de générer des tendances, mais les réponses que j'ai vues sont très bonnes. Je vous laisse peut-être, Isabelle et Pierre-Ange, commenter. Totalement. Que dire? Alors, effectivement, vous connaissez, je pense, le seuil. Bon, c'est des seuils que vous regardez et suivez bien l'actualité puisque, effectivement, les évolutions sont à prévoir. Euh, il y a même des partisans, pour tout vous dire, de la suppression totale de tous les seuils en deçà des seuils européens. Euh, voilà. Donc, bon, 40 KE. Ça va passer à 60 KE pour un certain nombre de fournitures dites courantes. On verra ça, comment ça va être décliné. On ne peut pas faire trop de prospective, mais voilà, c'est toujours des choses qui sont regardées euh, par les, euh, par les pouvoirs publics de près. Voilà. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Par là, peuvent permettre de conclure. euh, Bon, effectivement, des bonnes réponses, les achats innovants, bien entendu, les marchés négociés, vous voyez bien, l'urgence impérieuse, of course. Le reste n'est pas censé constituer des techniques d'achat ou des marchés qui sont dispensés totalement de publicité de mise en concurrence.
Bon, vous connaissez évidemment la règle de saucissonnage. Nous, il est interdit de scinder ses achats. Donc oui, comme l'a dit Isabelle fort justement dans cette présentation, attention aux petits achats qui permettent de commencer à mettre le pied dans la porte pour continuer avec le même fournisseur. Ça n'est pas autorisé, sauf circonstances particulières, en particulier besoins nouveaux, hein, et selon les règles de computation des seuils que vous pouvez avoir dans vos structures si vous êtes acheteur public. Et la petite dernière, pour le fun, Pierre-Ange? Oui, bah oui, là, vous avez raison, on peut toujours qui peut le plus, peut le moins. Mais effectivement, si on décide de faire ainsi, alors déjà, d'une part, c'est quand même très discutable d'un point de vue. Moi, je suis pour la suppression des excès de formalisme, puisque je considère que le code de la commande publique est assez formaliste, mais donc, tous les excès de formalisme, il faudrait lutter contre. Mais en tout cas, juridiquement, c'est tout à fait possible de faire. Et ensuite, bah, on respecte la règle qu'on s'est fixée au-dessus des seuils. Parfait. On va regarder ce qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Je vous laisse regarder le chat rapidement, juste le temps que je règle l'affichage. Non, il y avait une question qui avait été posée sur qu'est-ce qu'une fourniture standard. Alors, c'est une vaste question. Dans le système d'acquisition dynamique, il est vite évoqué des besoins d'usage courant. Donc, on peut penser qu'on est sur des achats qui ne sont pas spécifiques, qui ne sont pas, euh, c'est-à-dire spécifiques à votre structure, en fonction de ses missions, à la structure d'achat public. Vous voyez, pour moi, l'achat courant, c'est un achat qui est susceptible d'être acheté par beaucoup. Parfait. Une ou dernière question peut-être dans le chat avant de conclure la session. Sachez elle est enregistrée, donc elle sera rediffusée sur la chaîne PC Public. Un dernier mot peut-être Isabelle, Pierre-Ange, avant de conclure? Pas de dernier mot pour moi. Tout. Ben, on va On suivre va avec essayer. Pardon, on va Je te suivre laisse, avec Isabelle. intérêt l'actualité au niveau des évolutions de seuil et voir effectivement comment nos DSI mettent en pratique voilà, tous ces changements s'ils ont lieu et ben, au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Totalement. Parfait, merci beaucoup. Ben, merci à toutes, merci à tous. Moi, juste pour le mot de la fin, merci pour ce panorama de ce que permet le droit par Pierre-Ange et ce que en font les DSI en opérationnalisation qui a été présenté magistralement par Isabelle. Ce que je constate, c'est que le droit est souvent en avance par rapport à la pratique et qu'il y a énormément de leviers avec les précautions présentées par Pierre-Ange et avec le pilotage stratégique présenté par Isabelle. Voilà, nous sommes ravis, nous, chez IC Public, de vous accompagner, d'apporter l'expertise qu'il faut et la technologie qu'il faut pour vous accompagner dans cette aventure des achats publics IT. Et merci beaucoup et à la prochaine édition.